Je pense, en quelque sorte, que le ciel, le silence et l'idée de la méditation sont comme des fragments iconiques qui constituent ce que je suis. J'ai grandi parmi les Quakers, dans une communauté où le silence est un des éléments centraux de nos rassemblements religieux. Les gens en parlent, mais le silence est aussi un moyen de communication. À l'âge de 5 ans, j'ai attrapé la scarlatine. J'étais très malade et à la maison. Une de mes sœurs l'a attrapée aussi. Elle était alitée près de moi et le docteur a dit qu'elle avait besoin d'une transfusion sanguine. Mon père s'est porté volontaire pour aller à l'hôpital, mais il n'était pas compatible car il ne s'agissait pas du bon groupe sanguin. Elle est décédée sous ses yeux, avant qu'on puisse lui faire une transfusion. Je pense que cela a eu un impact immense sur moi et ma manière de peindre des ciels. De peindre des ciels sur des tableaux, des objets sur des pierres ou des chaises, était de savoir si l'objet devenait invisible ou se transformait. C'est une question philosophique et existentialiste. Une sorte de fusion entre le tangible et l'intangible. Et puis, plus que ça, j'adore le ciel. L'œuvre 4 minutes 33 de John Cage a été importante pour moi et aussi pour beaucoup. Il s'agit de cadrer le silence, l'absence de son, l'intelligible. Peut-être que c'est un peu pareil pour moi et mes peintures. C'est l'absence d'objets. Il y a 4 ans, j'ai fêté mes 80 ans à la Nouvelle-Écosse au Canada. Mon anniversaire, c'est aussi le jour de la naissance de ma fille. On partage donc ce moment très spécial. Elle allait arriver et, en même temps, son mari était en train de mourir d'un cancer. Elle était à San Francisco, en Californie. Donc, on était tous réunis. J'ai performé 4 minutes 33 de John Cage avec des cymbales. Au début et à la fin pour cadrer le son, et j'ai fait ça pour rendre hommage à mon gendre. Vous connaissez l'incroyable histoire du maître zen. Vous savez, c'est un élève qui apprend avec son maître. Les semaines passent, les années passent, quelques années même, et il n'obtient jamais de réponse à ces questions. Il y a ce moment où, clap, c'est la fin. Étrange.
Et c'est tout. Il le savait depuis le début, mais ignorait quand cela allait arriver. Fluxus correspond à ce genre d'enseignement. Fluxus concerne tout ce qui est banal, l'incidence d'une partie de la vie, mais en leur donnant une certaine résonance, d'ouvrir vos yeux et de percevoir le monde autour de vous. Ouais, on va mettre là c'est bon. Ouais, attends. Dick Higgins a créé les éditions Something Else. Ensuite, il les a abandonnées et nous nous sommes retrouvés avec plein de scripts édités et non édités. C'était Dick, Alison Knowles, John Cage, Jackson McLaugh et moi-même qui avions tout ça. Nous avons eu une réunion à propos des publications et des éditions dans le loft de Dick à Spring Street. J'avais ma voiture là-bas et j'ai raccompagné John qui habitait au coin de la 20e rue et 6e avenue plus loin, je ne sais plus. On est reparti en voiture et sur le chemin du retour, nous ne nous sommes pas du tout parlé. Il ne m'a pas posé de questions, je ne lui ai pas posé de questions. Dans ma tête, je me demandais ce que je pouvais lui dire. Puis nous sommes arrivés, il m'a dit merci, au revoir et il est parti. Au fond de moi, ça m'a travaillé pendant un moment. Je me suis demandé pourquoi je n'avais pas eu une discussion sérieuse avec Cage sur les problèmes qui m'intéressent. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que non, c'était parfait comme c'était, parce que Cage incarne le silence. Il s'agit d'un monde sans parole. C'est le cercle zen vide qui est dessiné ici. Donc voilà, ça m'a marqué. George était un expatrié de Lituanie qu'il a quitté pendant la Seconde Guerre mondiale pour venir, je crois, à Berlin et ensuite aux États-Unis avec sa mère. Je crois que son père était scientifique, peut-être arrêté par les nazis. Enfin, je ne me souviens plus de l'histoire. Je pense que d'une certaine manière, George était apolitique et que Fluxus était aussi apolitique. Mais qu'en étant tout ça, ils étaient politiques.
George a écrit un manifeste sur Fluxus, sur la Révolution, où il clame « mort à la bourgeoisie ». Fluxus a recruté tout un groupe de gens pour, vous savez, renverser la culture sérieuse. Je crois que c'est le manifeste que George a écrit et que Beuys a repris. Il l'a barré. George parlait d'anti-européanisme. Beuys l'a barré pour écrire américanisme. Beuys percevait la domination de l'impérialisme américain culturel, politique dominant sur le monde. Beuys faisait des choses comme ça pour protester. Beuys est une figure intéressante parce qu'il faisait à la fois partie de Fluxus, c'était un des personnages clés du collectif. Mais il était aussi indépendant, et c'est un personnage très spécial dans le monde de l'art. Après la mort de George Macionas, je me suis rendu compte que je voulais créer une œuvre commémorative en sa mémoire. Nous nous sommes retrouvés pour la crémation, puis j'ai organisé un concert de retour au loft, où Louise Bourgeois était là. Elle faisait partie de Fluxus, elle était comme une groupie de Fluxus. C'est une fabuleuse sculpteuse. Je suis très fan de Louise, en un mot. Enfin, elle était là. Donc, après que George soit mort, je me suis rendu compte qu'il serait bon de faire paraître un article commémoratif que j'ai étiqueté, enfin appelé V3 Extra. Parce que, vous savez, quand certains événements se produisent, on réimprime des exemplaires. Pour illustrer le supplément, j'ai ajouté une photo de George, habillé en pape. Je crois que le pape Paul VI ou quelqu'un comme ça était mort tout récemment. Alors j'ai utilisé le format de ce journal tabloïd qui avait couvert le décès du pape. Il y a donc George en pape, un gros titre, Macionas est mort. Puis j'ai rédigé un texte. C'était une sorte de collage d'un article que j'ai trouvé dans un journal tabloïd sur une femme battue à mort par des adolescents punk qui l'ont tabassée avec des poêles à frire ou que sais-je. Et le texte sur la mort du pape. Et donc, ces deux histoires se croisent. Il y a celle de la mort de cette femme, qui correspond au travestissement de George, et celle du pape, qui correspond à George, comme leader de Fluxus, comme pape de Fluxus. J'ai donc reçu, pour faire ce supplément, des collages d'images et des contributions d'un grand nombre de personnes, et puis bien d'autres choses aussi.
George était très intéressé par le fait de renverser les choses. Et je pense que cela avait un lien particulier avec sa propre vie. Dès son plus jeune âge, il se travestissait. Il en a tiré une réelle satisfaction sexuelle en mettant des chaussures à talons hauts, des bas féminins, des jarretières et en s'habillant comme une femme. Il y a un moment où il était avec Billy Hutchings à la fin et George m'a demandé d'organiser un mariage Fluxus pour eux où il débuterait la cérémonie dans un smoking et Billy commencerait comme marié et, vous savez, dans une longue robe. Et dans le processus de la performance, à la fin, ils ont échangé leurs vêtements. George est devenu la femme et Billy a revêtu le smoking. Il était aussi dans des vêtements de femme quand il allait faire les courses. Cela lui donnait, vous voyez, des frissons de faire cela. Après le mariage Fluxus, il voulait se travestir en serveuse. Donc, il y a eu un event dans une sorte de bar-restaurant pour artistes. George, en serveuse, était dans son petit tablier et ses talons hauts et aussi sa perruque. Nous n'étions que quelques-uns à être présents. La dynamique de George, je pense, est assez complexe. Vous savez, il y avait cette force motrice en lui et c'était un aspect qui lui permettait de voir le monde et la vie d'une manière différente. Et il y a eu un event, un banquet, peut-être à Halloween, à New Marlborough, dans cette maison qu'il avait au Massachusetts. Il y saluait les gens, vêtus d'une perruque et de sa longue robe de soirée, élégante en velours ou quelque chose comme ça, peut-être aussi une fourrure sur ses épaules. Et donc je suis arrivé et il me dit « Bonjour ». Je lui serre la main et le salue. Et il me dit après les salutations « Tu ne me reconnais pas ?» George! Je ne l'avais pas reconnu et il était ravi. Il était tellement fier de m'avoir dupé. Faire le poirier et voir le monde à l'envers, ça me plaît. J'aimerais peindre mes jambes en bleu plus souvent, y attacher des fleurs et de l'herbe pour que mes pieds deviennent la nature, et j'inverserai ainsi le sens des choses. Il y a ce concept de l'artiste qui se penche et regarde entre ses jambes ce qu'il peint, ce qui lui permet de percevoir au mieux l'architecture de l'œuvre. Aussi, si vous peignez, vous pouvez prendre la toile et la retourner pour en voir l'architecture que vous développez et réaliser que, eh bien non, cette masse doit être déplacée en relation avec cette masse-là. Je pense que le renversement, en mettant les choses à l'envers, fait partie intégrante de l'art.
Et c'est un aspect spécial et ludique de Fluxus.